Bonjour, le regroupement des géographes du Québec est heureux de vous présenter le webinaire intitulé The Sisterhood of the Traveling Patterns, une étude transversale des habitudes et modes de transport des femmes et des hommes à Montréal en 2018. Ce webinaire est présenté par Emma Mélis, récente diplômée de la Faculté des arts et des sciences de l'Université McGill avec une spécialisation en durabilité, sciences et société. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et donc, voilà, The Sisterhood of the Traveling Patterns, comme Chantal a mentionné, une étude transversale pour les habitudes et les modes de transport de femmes et les hommes à Montréal en utilisant des données de 2018. Je m'appelle Emma ou Emmanuelle Mélis. Me voilà il y a un an, il y a exactement un an, en présentant l'affiche à un symposium. J'ai complété mon thèse et mon bac en durabilité interdisciplinaire à McGill et comme Chantal a mentionné, je travaille maintenant pour Esri Canada sur un fonds de carte programme national qui s'appelle la Carte communautaire du Canada. Donc, c'est ça un peu de moi. Je vous remercie vraiment à vous, le CAG et le RGQ, de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est vraiment fantastique depuis que je suis devenue membre il y a un an et j'ai hâte pour continuer dans le futur. Aussi, un très grand merci parce que, en fait, j'étais très chanceuse d'avoir gagné le prix pour the FIGS Student Paper Award pour cette année. FIGS, c'est, comme vous voyez ici, Feminist Intersectional Solidarity Group pour la recherche qui est sur des sujets qui sont féministes et aussi géographiques. Donc, merci beaucoup pour ça et ça sera la recherche que vous verrez aujourd'hui. Euh, une des raisons pour laquelle moi j'ai choisi de compléter mon bac et ma thèse en fait sur la géographie et les sciences environnementales et aussi l'urbanisme et comment on peut intégrer le féminisme dans ces sortes d'analyses, c'est parce que je suis une femme, je suis une jeune femme et j'habite à Montréal. Et donc, c'était un sujet qui m'intéressait. J'avais remarqué pendant toute ma vie aussi parce beaucoup d'autres gens ont certainement remarqué pendant leur vie qu'il y a des différences entre les habitudes et peut-être les méthodes dans lesquelles les hommes et les femmes voyagent. On le remarque peut-être à cause des rôles et les stéréotypes qui sont expectés de nous, mais en général, les villes ont été historiquement et même encore aujourd'hui créées par et aussi pour l'idée du home par défaut. Malheureusement, malgré que la population est plus que 50% femmes et féminin, malheureusement, la planification et l'urbanisme, c'était historiquement fait par les hommes et pour les hommes, sans vraiment considérer peut-être les habitudes ou les besoins des femmes et les filles. Et donc, à cause de cette agrégation de besoins, on remarque que peut-être la ville et la ville de Montréal ne fonctionne pas si bien, peut-être pour les femmes, que ça fonctionne bien pour les hommes. Cette idée de mobilité, c'est vraiment directement lié avec le pouvoir, power, parce que soit on a le pouvoir ou on l'a pas, et puis quand on considère la mobilité, c'est vraiment dynamique et complexe comme idée. C'est intégré avec n'importe qu'est-ce que si c'est l'école ou le travail ou la famille ou même avoir un domicile, le partage de travail à domicile et aussi à un emploi payé, remboursé ou même pas remboursé, on doit voyager et puis tout le monde doit manger, mais en même temps, pour aller faire des courses, on doit voyager et faire un sport de transport. Et donc, à cause de ça, la mobilité, c'est vraiment lié à toutes les choses que nous faisons. Et même si on a achevé le féminisme un peu meilleur en société, peut-être que c'est pas réfléchi dans notre pouvoir d'être sécuritaire et se sentir à l'aise sur les rues ou dans le métro, par exemple. Donc, je vais mentionner beaucoup de choses comme ça, mais pour moi, c'est relié à cette passion pour vouloir mieux être représentée comme une femme dans les données et dans les planifications des villes, et particulièrement à Montréal. Et donc, ici, j'avais choisi Montréal. J'ai déjà décrit un peu pourquoi, mais j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de données de l'enquête origine-destination de ARTM. Et vu que Montréal, c'est quand même large, l'île de Montréal, mais c'est discrète politiquement et géographiquement, donc pour moi, c'était un choix facile.
Euh, Comme j'ai déjà mentionné, le contexte de recherche, c'est vraiment à cause de cette planification historique. Et je considère que c'est très important d'avoir les données désagrégées par sexe. Ça nous aide vraiment à pouvoir comprendre comment les femmes et les hommes bougent quotidiennement à Montréal, ainsi que de pouvoir identifier les facteurs et les variables socio-économiques, ainsi que le sexe et le genre pour pouvoir achever de réformes sociales si on le veut et si on le veut. L'objectif de ma recherche, c'était de combler les lacunes dans les analyses de transport ventilées par genre et sexe à Montréal et pour vraiment comprendre le contexte actuel. Dans ma conclusion, je vais identifier quelques recommandations que j'ai faites pas seulement pour moi-même dans le futur, si je continue avec cette recherche, mais aussi pour les autres, parce que il y avait des très grandes lacunes au niveau de cette sorte de recherche au Québec. Il y en avait quelques études basées à Toronto, mais pas au Québec, pas à Montréal sur ce sujet que moi j'ai trouvé, mais beaucoup de littérature autour du monde. J'avais prédit que mes résultats allaient être en accord avec beaucoup de littérature, euh, mais j'avais aussi trouvé quelques différences que je vais identifier plus tard dans cette présentation. La grande question qui m'a guidée, c'est est-ce qu'il existe une différence en pourquoi, comment et où les femmes et les hommes voyagent à Montréal? Et si oui, est-ce que les similarités ou les différences convergent ou divergent basées sur d'autres facteurs comme l'âge, revenus de ménage et emploi? Les données que j'ai utilisées, comme j'ai mentionné, c'était de l'enquête origine-destination de l'Autorité régionale du transport métropolitain. Cette enquête est refaite chaque 5 ans depuis les années 70 et donc il y a beaucoup de données. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait même faire l'étude longitudinale. Les données ont été collectées au niveau de domicile, individu et pour les voyages effectués. Évidemment, on a eu beaucoup de données de voyages effectués et puis moins de nombre de personnes et encore moins de domiciles parce que, évidemment, quelques gens ont pu faire plusieurs trajets pendant la journée et puis les gens habitent ensemble, donc ce sont les numéros que nous voyons, que on pouvait faire des analyses, et moi j'ai certainement fait des analyses seulement sur les domiciles et aussi pour regarder les statistiques des individus démographiquement et pour pouvoir identifier des statistiques pour les voyages qui ont été effectués. Donc, c'était ça les trois volets dans laquelle j'ai complété cette analyse pour pouvoir m'offrir et vous offrir une idée des gens et de leur situation de habitation euh, qui sont représentés parmi ces données et cette enquête. Alors voilà la région et la population d'études. Comme j'ai mentionné, on a vu qu'il y avait beaucoup comment ça se dit, beaucoup de voyages qui ont été effectués. Nous voyons qu'il y avait presque 30, peu plus que 30 000 domiciles qui ont été surveillés et presque 70 000 individus. Il y avait un petit peu plus de femmes que d'hommes qui ont participé à l'enquête et nous le verrons dans les prochaines diapos. Mais quelque chose que je voulais mentionner, je trouvais ça important, c'est que l'enquête origine-destination a seulement collecté les données sur le sexe et pas sur le genre des répondants. Euh, pour moi, ça aurait été important de avoir les deux morceaux d'information ou le genre, mais de toute façon, un des très grands priorités pour moi, c'est de différencier entre les deux. Quand nous voyons qu'il n'y a pas, que les données sont agrégées, ça nous empêche vraiment de pouvoir identifier les différences qui ont de valeur. Parce que il existe encore un binaire, soit aperçu ou réel, mais de toute façon, quand nous voyageons, il y a ce binaire dans l'utilisation du métro, etc. Et donc, euh, le recensement canadien, ça réfléchit ça. Et donc, c'est déjà un bon point de départ de pouvoir identifier les différences entre les deux. Et donc, pour moi, dans mes statistiques et mes graphes, j'avais utilisé la symbologie rose et bleu
pour subvertir le binaire de société, mais aussi pour célébrer la désagrégation des données. Parce que, comme j'ai mentionné, c'est vraiment, ça peut être utile dans les statistiques comme dans le recensement, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Alors voilà mes résultats. Je vais les décrire un tout petit peu, mais je vous invite vraiment de pas être trop, comment ça se dit, distraite par les numéros, etc. C'est juste pour quelques idées. Je m'excuse si ça devient un peu compliqué. Comme j'ai mentionné, il y avait un peu plus de femmes qui ont répondu et donc, à cause de ça, j'ai quand même inclus les numéros absolus dans mes analyses, mais je voulais mettre le focus sur les proportions. Donc, beaucoup des numéros sont proportionnels parce que les numéros sont un peu différents de la population. Mais la majorité des gens qui ont répondu à l'enquête sont entre les âges de 25 et 64 ans. Nous voyons ça avec le pyramide de population. La distribution du statut d'emploi entre les hommes et les femmes, par exemple, pour être travailleur ou travailleuse à temps plein ou étudiante, etc. C'était en accordance avec beaucoup de littérature. Donc, on remarque ici qu'il y a quand même une assez grande différence entre la proportion d'employés à temps plein, presque 9%. Et donc, j'étais cognizante qu'il y avait des différences dans mes analyses et c'était pour moi important de avouer qu'il y a, par exemple, plus de femmes qui sont à la retraite, euh, et puis vraiment pas une grande différence entre le numéro d'hommes et des femmes filles et garçons, qui sont étudiants. Mais oui, que les femmes sont plus hautement représentées parmi les employés à temps partiel. Pour moi, c'était important et aussi dans le grand contexte de partage de rôles de travail et de travaux à domicile pour les enfants, peut-être, c'était important pour contextualiser potentiellement. Euh, j'ai mentionné dans un autre diapositive que on a collectionné dans l'enquête le taux d'avoir un permis de conduite. Donc, on le voit ici et que proportionnellement, pour tous les individus qui étaient plus âgés que 17 ans ou 16 ans, en fait, qu'il y a presque 10% de différence, 9% de différence entre la distribution des hommes et les femmes qui avaient une licence et qui n'en avaient pas. On voit ça ici que, ben, en fait, les hommes ont plus fréquemment une licence et un permis de conduire que les femmes. Ça, je trouvais intéressant. Et la façon dont laquelle ça change, quand l'âge change, c'est assez égal pendant l'adolescence et même les filles sont plus probable de l'avoir en premier que les garçons de cet âge, mais ça grimpe un peu, mais les garçons et les hommes, les jeunes hommes, ont toujours un tout petit peu plus proportionnellement un permis. Mais à l'âge de la retraite, il y a vraiment une très grande différence entre posséder un permis de conduire et ne pas. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi remarqué autour du Canada dans d'autres analyses. Et je trouve que ça peut avoir des implications de pourquoi est-ce que les femmes à l'âge de retraite, les femmes plus âgées, elles veulent plus avoir leur permis, mais leur mari ou les hommes autour d'elles, eux, ils tiennent vraiment leur permis et puis ils continuent d'aller euh, sur la route, même si c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé très intéressant et que ça a des implications pour la sens de sécurité, peut-être pour la composition de genre sur la route. Au niveau de la distribution de titres de transport, moi, je suis utilisatrice tout le temps du métro et j'ai remarqué dans ma vie personnelle que parfois, c'est pas ça sent pas très sécuritaire après plus tard dans la soirée ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, on avait collectionné les données dans l'enquête au niveau de posséder un titre de transport. Je voulais regarder ça pour le sexe, âge et aussi statut d'emploi. Nous voyons que
parmi chaque âge, les femmes ont possèdent toujours plus de titres de transport que les hommes. Et ça diminue évidemment parce que dans d'autres informations que j'ai pas inclus, avoir une auto, ça augmente avec l'âge. Et aussi avec revenu de ménage, mais revenu du ménage aussi, ça augmente avec l'âge. Donc, ça nous offre une idée que les femmes sont plus représentées parmi les gens qui possèdent un titre de transport. Euh, Comme je viens de dire, c'est aussi la même chose malgré le statut d'emploi, que c'est vraiment le seul démographe, le seul statut d'emploi dans lequel c'est plus élevé pour les hommes. C'est vraiment très minuscule comme différence, mais c'est pour le statut d'emploi à domicile qu'on a déjà remarqué. Il y a plus de femmes qui sont représentées parmi ce domaine et cet emploi. Et donc, je dirais même que ça ajoute un peu de doute à ce numéro juste ici, que c'est pas très important et qu'on devrait même pas considérer que c'est égal parce que en fait, il y a une très grande différence en représentation ici. Donc, le patron ici, le schéma, c'est que les femmes parmi statut d'emploi et âge et aussi, comme j'ai pas inclus, mais aussi avec revenu du ménage, possède toujours plus élevé un euh, transit pass. Excusez-moi. Mon français, c'est quand je me sens malade, c'est pas assez bien que quand je suis en bonne santé. Je m'excuse. Pour le partage de voyage, nous voyons ici que malgré que les numéros absolus sont différentes et plus élevés pour les femmes, que plus de femmes ont voyagé que d'hommes, proportionnellement, c'était 80% versus seulement 77. Et donc, on voit que plus d'hommes ont voyagé que de femmes. Mais comme je vais aussi mentionner et discuter pendant la discussion, euh, ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est que plus de hommes ont voyagé que de femmes, mais parmi les femmes qui ont voyagé, c'est moins proportionnellement, mais parmi ces femmes qui ont voyagé, d'habitude, elles ont effectué plus de voyages pendant leur journée. Donc, peut-être un homme c'était plus probable que lui, il voyage euh, une fois, mais une femme, elle voyagerait 3 fois pendant la journée et ça serait plus complexe avec plus de segmentation pour achever ses courses, par exemple, ou aller pour faire l'enchaînement des trajets. Le partage de mode, en général, c'est vachement représenté par l'automobilité avec la voiture. Ici, nous voyons que c'est 54 presque pour cent représenté par auto, soit comme chauffeur ou comme passager. Mais si nous regardons désagrégé par sexe, il y a là la différence. Et c'est pour ça vraiment que c'est important de désagréger ces sortes de données par sexe, parce qu'en général, on voit ici que c'est 42% et 11% pour passagers, en général le 53% comme voiture, mais la différence est c'est 9% ici que les femmes utilisent et sont chauffeurs beaucoup moins que les hommes. Et ici, elles utilisent l'autobus en mauve ici, quelques pourcents plus que les hommes. Aussi pour le métro, c'est égal, mais un peu plus élevé pour les femmes. Et pour les données de passagers que je vais discuter dans juste un moment, où les hommes sont vraiment moins représentés. Donc, cette inégalité entre chauffeurs et passagers, c'est à l'inverse pour les hommes et pour les femmes. Et puis cela, je trouve, a aussi des implications pour le codage de la rue comme un environnement encore même plus masculin. Euh, Dans les années 50, pour exemple, aux États-Unis, autour du monde, la voiture a peut-être toujours été quelque chose de très, très masculin, masculinisé. Et puis, les associations entre le domicile et le féminin, et puis le transport en commun et le féminin, et le travail et puis le masculin, et puis la voiture et le masculin, c'est un peu ça que j'étais intéressée. Est-ce que ça sera réfléchi dans les données? Et moi, je trouve, avec quelques de ces résultats, que si on le voit un peu plus que moi, je voudrais le voir.
Quelque chose que je voulais continuer avec cette analyse au niveau de la distribution entre les chauffeurs et les passagers. Je voulais faire une analyse en, pour les domiciles et les ménages qui avaient une voiture. Ça, c'était un des critères pour être éligible pour cette analyse. Donc, il fallait que ce soit des individus d'une maison avec une voiture et il fallait avoir une licence et un permis de conduire. Je voulais évaluer si ils ont accès à une voiture et s'ils peuvent conduire. Est-ce qu'il y a des différences entre leur probabilité de conduire comme chauffeur ou d'être un passager? Et voilà le résultat juste ici, que même avec tous ces critères qui sont la même chose, il y a une très grande différence de 6% versus 14%, que 14% du temps, l'homme serait le chauffeur et seulement 86% du temps, la femme serait la chauffeuse, chauffeur. Pour le partage de motifs de voyage par sexe, motif, ça veut dire la raison pour effectuer le trajet. Euh, on voit aussi il y avait quand même des différences et que la plus grande différence était... Bon, c'était lequel? J'ai oublié lequel était le plus grand pour cette partie, excusez-moi. Mais nous voyons que, en fait, ah ouais, c'est ça. J'ai en fait pas remarqué qu'il y avait tant de différences pour le motif de voyage. C'était petit, mais pas hyper grand comme on a remarqué avec le mode. Donc, ça, c'était, et nous le voyons ici même, que pour faire les courses, c'était presque moins de 2% différence, aussi même pour pour pas voyager, pour la santé, il n'y avait pas tant de grandes différences. Donc, ça c'était rassurant pour moi que c'était pas un peu du sexisme dans le mode de voyage et aussi avec le motif. Parce que quand j'ai commencé la recherche, j'avais vraiment peur que j'allais voir les femmes qui faisaient le ménage, ils faisaient les courses en utilisant le métro. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que elles doivent encore faire ces choses, mais elles utilisent aussi la voiture. Donc, c'était quand même, heureusement, pas si dirigé que j'aurais pensé. C'est un peu coupé, je m'excuse pour ça, mais je voulais faire aussi la distribution par âge et par sexe pour le motif. Donc, nous voyons que quand les gens sont plus jeunes, il y a beaucoup de voyages pour l'école. Ça, c'est évident parce que normalement, les étudiants sont plus jeunes. Et quand on commence, on arrête à l'école et puis on commence de voyager, on voit comment ça se augmente. Ce qu'on voit aussi, c'est que à n'importe quel âge, mais particulièrement à l'âge où les familles commenceraient, les jeunes familles, entre 25 et 34, pour exemple, les femmes font toujours vraiment beaucoup plus de voyages pour déposer et ramasser peut-être des enfants ou peut-être leur époux. Mais là, on voit qu'il y a presque une double différence entre la proportion de ces sortes de voyages. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Quelque chose d'autre que j'ai remarqué, c'est que elles font presque toujours moins proportionnellement de voyages pour aller à l'école, mais aussi pour aller au travail. Et c'est euh, euh, mesuré, c'est à l'inverse. Les hommes faisaient normalement plus de voyages pour aller à la récréation, comme nous voyons ici, juste avec le verre. J'ai mentionné l'idée de le codage des choses, être quelque chose qui soit genré au masculin ou genré au féminin traditionnellement et peut-être encore un peu à Montréal dans la société. Nous voyons ici, quand j'ai mis des choses qui sont pas vraiment genrées, comme retourner chez nous ou être sur la route ou aller à l'école, j'ai identifié les choses avec l'aide de la littérature comme pas explicitement genrées, mais j'ai considéré que aller au travail ou avoir du temps libre pour la récréation, ça c'est quelque chose qui est en tradition
codé pour genrer au masculin, et puis pour faire ramasser et déposer les enfants, faire les courses, visiter de la famille, et parce que beaucoup de, comment ça se dit en français, caregiving responsibilities, beaucoup des choses, ça, sont pas remboursées, mais les femmes doivent encore le faire. J'ai identifié les choses comme ça et nous remarquons quand même une différence parmi les choses qui sont codées genre masculin versus féminin. Il y a une différence de 2 ou 3% chacun. C'est pas hyper grand, mais aussi c'était quelque chose que j'ai confirmé. Et voilà ici, si nous comparons les proportions de modes de transport pour les hommes et les femmes, pour chaque motif de déplacement, si ici le axis X, euh, pour voir euh, s'ils utilisent les choses qui sont codées féminins ou les codées masculins, nous voyons ici comment les données ont une richesse qui peut vraiment expliquer ou identifier quelques différences. Et donc ici, si on regardait, on n'a pas beaucoup de temps maintenant et c'est quand même compliqué, donc je ne vais pas le faire, mais c'était des résultats des analyses que j'ai complétées. J'ai mentionné avant, juste anecdotalement, que moi, je me sens pas toujours, je suis très indépendante, mais parfois c'est la nuit et puis je me sens pas vraiment très sécuritaire d'utiliser le métro ou même de marcher toute seule. Euh, et c'est quelque chose qui a été réfléchi dans d'autres analyses qui ont fait partie de ma thèse. Mais comme nous voyons ici, qu'il y a des différences dans l'heure de départ par sexe des trajets des hommes et des femmes. Mais aussi, ça c'est soutenu par les statistiques les statuts d'emploi des hommes et des femmes. Par exemple, on a vu que beaucoup plus d'hommes sont employés à temps plein que les femmes. Donc, ça expliquerait pourquoi il y aurait plus d'hommes, par exemple, qui voyageraient le peak morning, vraiment rush hour, je m'excuse, je ne connais pas le mot en français maintenant. Et ici, nous remarquons que plus de femmes font leur trajet pendant la journée parce qu'elles doivent être efficaces, elles peuvent peut-être, vu si elles travaillent à temps partiel ou elles travaillent à domicile ou elles sont à la retraite, par exemple, on peut voir qu'elles doivent peut-être mettre des autres priorités pendant la journée, not rush hour. Ce qui est très important que j'ai remarqué, même si les nombres de voyages qui ont été effectués sont minimales pendant la soirée et la nuit, on remarque qu'il y a quand même une différence des hommes qui se déplacent plus tard que les femmes et certainement que c'est petit, mais c'est le double. 1,4% pour les hommes qui voyagent la nuit et les femmes pour seulement 0,7%. Et donc, pour la discussion des résultats, et je m'excuse, c'était beaucoup d'informations et même pas le tout de l'information que j'avais inclus dans ma thèse, évidemment, mais j'ai pu conclure que la plupart de mes résultats étaient en accord avec la littérature sur les habitudes et les habitudes de voyage des femmes et des hommes autour du monde, et certainement en Europe et autour d'Amérique du Nord. Plus d'hommes voyagent que de femmes, mais les femmes qui voyagent font plus de petits trajets qui sont aussi plus complexes. Et ça soutient l'idée d'enchaînement de trajets. Euh, le partage de voitures est plus élevé parmi les hommes et ça, c'est quelque chose. L'automobilité, c'est certainement vu et aperçu comme quelque chose et utilisé comme quelque chose de très populaire parmi les hommes. Mais aussi, ce que j'ai trouvé intéressant et un peu inquiétant, c'était entre la différence de plus d'hommes d'être chauffeurs versus d'être passagers. Et ça, je pense, serait quelque chose de très intéressant de continuer à rechercher. C'était pas vraiment identifié juste maintenant, je m'excuse, mais les femmes à Montréal font de vélo la moitié de le nombre d'hommes qui voyagent par vélo et la proportion, je voulais dire. Euh, c'est aussi même que dans les nombres absolus, malgré qu'il y avait plus de femmes représentées parmi les répondantes à l'enquête, même le nombre de femmes était beaucoup moins de femmes qui faisaient le vélo. Euh, C'était peut-être à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures à Montréal pour le vélo et aussi si on a pu conclure que la rue, c'est vraiment un endroit très masculin
ça serait peut-être quelque chose que les femmes ne se sentiraient pas à l'aise de faire le vélo. C'est quelque chose que d'autres recherches à tenter à répondre dans le monde. C'était pas le but de mon objectif, mais quelque chose d'intéressant à aussi considérer. Il y a certainement aussi des contraintes sociales parce que euh, plusieurs rechercheuses en Allemagne ont regardé avec des groupes de femmes si les femmes peuvent arriver à leur boulot avec les cheveux qui sont un peu froissés par un casque. Est-ce qu'elles peuvent arriver aussi avec beaucoup de sueur? Peut-être il y a des différences entre les expectations pour les hommes et les femmes, et si les femmes doivent déjà vraiment travailler plus forte pour éviter le stéréotype de devoir rester chez elles, vraiment old-fashioned way of thinking, soi-disant. Peut-être que arriver en vélo, vraiment avoir l'air ouais, froissé ou un peu fatigué, c'est pas quelque chose qu'elles veulent risquer. J'ai mentionné les contraintes temporelles que nous remarquons dans nos vies, dans les statistiques, malheureusement, avec toute la violence contre les femmes et les gens de genre minoritaire. Particulièrement, quelque chose que je voulais mentionner, c'est que au niveau du mode de taxi, la plupart des utilisateurs étaient les femmes et étaient utilisés pendant la nuit. Donc, j'ai pu, pas conclure, mais j'ai tenté à conclure que euh, les femmes choisissent de ne pas marcher ou de ne pas rentrer dans des transports communs, donc elles doivent prendre un taxi pour rentrer chez elles. Et si on considère l'inégalité de remboursement pour les emplois, c'est vraiment un grand coût et c'est, si on considère que peut-être c'est parce qu'elles veulent éviter de la violence ou minimiser le risque de être harcelées ou les choses comme ça, c'est quelque chose euh, horrible, mais intéressant à considérer. On a remarqué qu'elles investissent beaucoup dans les titres de transport ainsi qu'utilisent le métro et le train et l'autobus souvent. Donc, on pourrait conclure que les femmes sont vraiment beaucoup des utilisatrices de transport en commun, mais euh, je ne sais pas si c'est réfléchi par une représentation au STM des planificateurs, des planificatrices et je trouve aussi que c'est pas aussi soutenu par les formats de tarifs de transport. À Toronto, par exemple, d'où je viens originellement, on peut avoir le Presto. C'est comme le Opus de Toronto, mais on l'a pendant 2 heures et puis on peut utiliser le métro et l'autobus dans n'importe quelle direction. On peut faire n'importe ce qu'on veut, mais ça expire après 2 heures. À Montréal, avec le STM, c'est valide pendant 2 heures, mais on peut seulement aller 3 fois maximum, je crois, dans une seule direction. Donc, il n'y a pas l'opportunité de faire 8 courses dans 2 heures, même si ça aurait été possible. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu et un grand empêchement pour la méthode de voyage de beaucoup de femmes qui doivent peut-être déposer les enfants à l'école, aller faire des courses, déposer quelque chose à un autre, n'importe où d'autre là, aller au travail, beaucoup d'hommes voyagent de A à B à A. Les femmes vont normalement A, B, C, D, E, A. Et donc, c'est ça l'enchaînement de trajets. Et ouais, donc beaucoup de choses à considérer. Et la rue, c'est codé de genre masculin, peut-être comme un environnement masculin et non sécuritaire. Ça, c'est soutenu par beaucoup de littérature et je trouvais que c'était un intéressant volet. Euh, Quelque chose que je voulais mentionner, c'est pour la durabilité et puis la mitigation de changement climatique. Euh, il y a beaucoup de pression sur tout le monde, mais particulièrement sur les femmes au niveau de leur choix de reproduction, de leur choix alimentaire. Je trouve que comme jeune femme, il y a souvent des restrictions et puis il y a beaucoup de pression sociale des végétariennes et de ne pas avoir d'enfants et les choses comme ça. Et je trouve que vu qu'avec l'histoire, la plupart des problèmes qui ont été causés pour le changement climatique, ça a été planifié et exécuté par des hommes ou des industries qui sont très masculins, je trouve qu'on devrait avouer que les femmes à Montréal, si on considère l'utilisation augmentée de transports en commun, transportation active, pas le vélo, mais en marchant pendant la journée, les femmes sont en fait
un peu plus près de euh, le transport plus durable que les hommes à Montréal. Donc, c'est quelque chose qui est aussi soutenu par la littérature autour du monde et moi, je trouvais que c'était aussi soutenu par ces données à Montréal. Euh, Aussi parce que la portée spatiale des femmes, c'est plus efficace et c'est aussi plus petite. Et donc, mes recommandations, ça serait la prochaine fois de compléter de l'analyse avec un focus spatial. À cause des limitations, j'ai pas pu regarder à les différences entre les différents quartiers ou même arrondissements à Montréal. Je pense que ça offrirait une analyse même plus profonde. Euh, je dirais que j'aurais voulu regarder, étudier des données pour des structures et des schémas comme l'enchaînement de déplacements. Il fallait que j'utilise le nombre de trajets et la segmentation de trajets comme euh, proxy pour, pour l'enchaînement de déplacements. Et ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu changer puis améliorer pour la prochaine fois. Euh, c'est important, je crois, de considérer comment avoir une famille, même pour les hommes, comment ça influence les habitudes de voyage, mais particulièrement pour les femmes, parce que on a déjà identifié qu'il y a parfois beaucoup de pression sur les femmes. Quelque chose que l'enquête OD ne demande pas, c'est la satisfaction avec les habitudes et les méthodes de voyage, parce que malgré que j'ai identifié les différences entre les habitudes d'hommes et des femmes, on n'a jamais posé la question de si ils ou elles sont satisfaites avec ces méthodes de voyage. Les différences ne sont pas nécessairement négatives et donc qui serais-je de dire que c'est une mauvaise chose? Donc, je dirais que le ARTM devrait considérer, poser la question quelles sont vos habitudes et est-ce qu'il vous plaît? Aussi, une autre chose qui devrait collectionner, ça serait des données sur la race ou ethnicité pour pouvoir tenir compte de l'intersectionnalité des facteurs, comme l'importance d'avoir des données sexe désagrégées. Je dirais que ethnicité désagrégée pourrait vraiment identifier des différences qui ajouteraient de la valeur. Potentielle. Même si les données ne sont pas utilisées, peut-être de les offrir comme champ de collecte serait quelque chose à considérer. Et je pense aussi que ça serait intéressant de faire des études longitudinales, par exemple, comparer après la pandémie COVID-19 versus avant, parce que évidemment, mon analyse, c'était avant l'enquête de 2023, c'était 2018, bien sûr, avant la pandémie. Alors, les femmes à Montréal, elles voyagent assez différemment des hommes parfois, mais est-ce qu'elles sont satisfaites avec leurs habitudes actuelles et l'environnement urbain malgré les différences? Ça, c'est quelque chose que je voulais vous laisser avec et me laisser avec parce que je pense que c'est une question intéressante. Et sur ce point-là, j'aimerais vraiment vous remercier ici, mon superviseur de bac, Dr. Kevin Manon, et Chantal Diry. Merci beaucoup, le CAG et le RGQ, pour votre soutien et de m'avoir invité ici. Merci pour votre présence. Euh, J'espère que vous l'aviez apprécié, mais aussi merci pour votre patience parce que je ne me sentais pas vraiment en bonne santé. C'est décembre, donc tout le monde est toujours très, très malade. Euh, Si vous avez des questions ou vous voudriez jamais faire un suivi, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ici ou par courriel que vous voyez ici sur mon écran. Euh, je suis partante de répondre à n'importe quelle question si vous en avez et merci beaucoup. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre nos activités. Vous pouvez nous écrire ou visiter nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et notre site web. Le RGQ est heureux de partager avec vous, géographiquement vôtre, au plaisir.